Coucou, c'est Fée et bienvenue dans ta safe place. Coucou toi, bienvenue dans l'épisode 8 de ton podcast préféré. Alors aujourd'hui, j'ai pris des notes parce qu'on va parler d'un sujet un peu lourd, un peu plus lourd que d'habitude. Bon, après, j'ai employé des sujets bien complexes ces derniers épisodes, mais là, on va parler d'un sujet qui, je pense, nous touche tous ou va forcément nous toucher à un moment dans notre vie, qui va être le deuil. La perte de quelqu'un, d'un être cher, d'un être vivant qui nous est cher, et comment on continue à vivre après ça. Donc si c'est un sujet qui est sensible pour toi, je t'invite à écouter cet épisode dans un moment où tu es prêt ou prête à l'écouter. Donc je vais te parler d'abord de mon vécu, puisque si tu me connais déjà, tu sais ce par quoi je suis passée, de comment je l'ai vécu, et peut-être te donner mes conseils, étant donné que je l'ai vécu, de comment t'y préparer, ou en tout cas comment amener la chose dans ton quotidien. Donc, pour ceux qui me connaissent, vous savez que moi j'ai eu la chance d'avoir 2 mamans dans ma vie, puisque j'ai ma maman biologique qui est toujours de ce monde, grâce à Dieu, et j'ai aussi une maman de cœur, qui était la femme de mon père, qui est décédée il y a maintenant 12 ans. Donc pour vous faire un peu la petite histoire, pour moi c'était comme une deuxième maman parce que c'est une personne avec qui j'ai grandi. Mon père s'est mis avec elle, j'étais vraiment tout bébé, elle me changeait encore mes couches pour vous dire. Donc vraiment pour moi c'était une deuxième maman. On avait une relation extrêmement conflictuelle, je vais pas vous mentir, c'était un peu la guerre. Je pense qu'on se battait autant qu'on s'aimait, mais j'ai envie de vous dire un peu comme une maman et sa fille qui se disputent, nous c'était pareil, avec une intensité plus forte que d'autres, mais c'est une personne sur laquelle je savais que je pouvais compter. C'est une personne qui a mis parfois sa vie entre parenthèses pour m'apporter une belle vie, alors que je n'étais pas son enfant biologique. Donc elle avait quand même son importance, et en grandissant et en la perdant, je me suis rendu compte encore plus que c'était une personne qui comptait beaucoup plus pour moi que ce que je ne le pensais. Donc je l'appelais Nini. Souvent, quand je parle d'elle, je dis encore Nini. Mais voilà, elle est décédée de manière très brutale, puisqu'elle avait 40 ans et qu'elle a fait un AVC le soir du réveillon de Noël. Donc on était en train de dîner, soir du réveillon, avec sa mère et sa tante, mon père, mon frère et moi. Et on rigolait, parce que c'est quelqu'un qui buvait beaucoup de coca. Et sa mère est quelqu'un de très, très strict, très fermé, disait oui, mais tu peux pas boire du coca tout le temps. Et nous, avec mon père, on rajoutait, mais elle boit du coca même au réveil et tout. Enfin bref, on rigolait tous les trois en fait. Mon frère, elle, mon père et moi, donc tous les 4, on était morts de rire parce que vraiment c'était... Genre en fait, la grand-mère, elle comprenait pas que nous on rigolait, donc elle était encore plus en train de dire oui, non mais on peut boire du coca et tout. Et Véro, elle se défendait alors que... C'était faux. Nous, on rigolait, on était là, ah, ah, ah. Et en fait, d'un seul coup, elle nous a dit, j'ai mal à la tête. Mais genre vraiment de manière très... genre, elle rigolait, ah, ah, j'ai mal à la tête. Genre très brutalement comme ça. Et on s'est dit, oh. Donc, elle s'est levée, elle a pris un Doliprane. Et on voyait qu'elle était pas bien. Elle disait, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Elle répétait, j'ai mal à la tête. Et à l'époque, on était en maison, on avait un étage. Donc, elle dit, je vais m'allonger. En plein repas du réveillon, enfin, je pense que tous, quand on a de la famille à la maison, même si on a mal à la tête, on va pas se coucher. Si on va se coucher, c'est que ça va vraiment pas. Donc mon père, il me dit, vas-y, aide-la, elle a l'air d'avoir du mal, donc je l'aide à monter les escaliers et tout. Et en fait, je vous passerai les détails parce que j'ai pas envie de me sentir mal, mais en fait, elle s'est allongée sur le lit et c'était déjà quasiment terminé. Elle a commencé un peu à convulser, enfin... Voilà, ça allait pas bien, on a appelé les pompiers, ils sont venus très rapidement. Ils lui ont fait un massage cardiaque pendant près d'1 heure. Et au bout des 1 heure, le médecin du SAMU nous a dit que c'était terminé et qu'elle était décédée. Et elle n'avait que 40 ans. Donc autant vous dire que ça a été un choc très très brutal. Parce que tu passes d'un réveillon de Noël qui est extrêmement joyeux à la mort de quelqu'un qui n'était pas malade. On apprendra par la suite qu'elle a fait un AVC. En fait, elle avait une grosse migraine quelques jours avant en allant au cinéma, en regardant un film en 3D. Et en fait, c'était quelqu'un qui faisait souvent des migraines. Donc, on ne s'était pas affolé plus que ça, ni elle, ni nous.
Elle avait fait son cheminement habituel de migraine qui était de rester enfermée dans le noir pendant une journée, etc. Et donc on pensait que c'était juste une migraine classique et on apprendra par la suite que c'était un AVC, c'est un caillot qui s'était formé dans son cerveau à ce moment-là, qui a empêché la vascularisation de son cerveau. Et en fait, au moment du repas, il a percé, explosé, je sais pas comment on explique un peu ça, je vous explique avec mes mots, hein. Je vous rappelle, je suis pas médecin, je suis pas dans le domaine médical, donc je vous explique avec mes mots et comment je l'ai compris. Mais en gros, le caillot a explosé et a percé dans son cerveau. Et voilà, donc les médecins n'ont rien pu faire. On aurait pu lui trouver une place en hôpital, vous savez, sous respirateur artificiel, etc. Mais c'était déjà trop tard. Et donc après ça, il faut réapprendre à vivre. Voilà, tu te lèves le lendemain matin, tu as l'impression que c'était un cauchemar, puis tu te rends compte que c'est pas du tout un cauchemar. On passe d'une famille maman, papa, frère et sœur à papa, frère, sœur. Donc il y a toute une logistique qui se fait derrière, tout un système, tout plein de choses à penser, les papiers à faire. Bon, c'était plus mon père qui faisait ça. Moi, à l'époque, j'avais une vingtaine d'années. Donc c'est vraiment lui qui gérait ça. Moi, j'ai essayé de l'aider comme je pouvais, mais on a de la chance d'être hyper bien entouré, que ce soit de ma famille, du côté de mon père, que de ses amis. Voilà, il a des amis d'enfance qui sont pour moi des oncles, hein. Leurs enfants sont mes cousins, cousines. Ces personnes-là ont été d'un soutien incommensurable. Ils nous ont aidés dans les papiers, dans tout ça, les banques et les notaires et je sais qui et je sais quoi. Vraiment, il y a toute une machination, toute une organisation à avoir derrière que tu n'as pas, surtout quand c'est un décès comme ça, soudain, où tu t'y attends pas. T'es obligé en fait de gérer tout ça et c'est extrêmement compliqué et je trouve qu'on n'est pas assez aidé là-dessus et heureusement que mon père a des gens qui dans son entourage qui ont pu l'aider, d'autant plus qu'elle a été enterrée en Martinique, donc il fallait gérer toute la logistique de rapatrier un corps en Martinique, nous-mêmes d'aller en Martinique et tout. C'était extrêmement compliqué et je vous cache pas que les jours qui ont suivi son décès, c'était un peu un moment suspendu dans le temps parce que tu fais tellement de choses que t'as pas vraiment le temps d'être triste, t'as pas vraiment le temps de comprendre ce qui se passe. Et c'est plus après que ton cerveau il commence à assimiler la chose, à assimiler qu'elle ne reviendra pas, à assimiler tout ça, tu fais le point un peu sur ta vie. Avant de la perdre, j'avais déjà perdu mon grand-père quelques mois avant que mon frère naisse, mais j'étais petite, j'avais 10-11 ans, donc j'avais compris c'était un papy. En fait, t'as cette facilité un peu plus à accepter les choses quand c'est tes grands-parents parce que tu t'attends à ce qu'ils partent un jour, ils sont âgés, en plus mon papy avait des problèmes de santé, donc voilà. Ma grand-mère est décédée l'année avant ma belle-mère, pareil, pendant les fêtes de Noël, mais pareil, elle était malade. Et l'année de son décès, je me souviendrai toujours qu'en avril, je suis descendue en Guadeloupe pour lui rendre visite parce que je savais qu'il lui restait que quelques jours. Elle m'a dit non mais moi je veux fêter Noël, je partirai après Noël. Elle est partie juste après Noël. Donc voilà, il y avait un caractère où on s'était préparé à ce qui arrivait parce qu'elle était malade, parce qu'elle était âgée. Et je pense que nos grands-parents, ça nous fait du mal, mais c'est entre guillemets un peu plus acceptable dans le cerveau parce qu'ils sont malades ou parce qu'ils sont vieux, donc on sait que ça va arriver. Mais un décès comme ça, soudain, d'un AVC, enfin quelque chose où tu t'attends pas, ça peut être un accident de voiture aussi. Ça, c'est des choses où ton cerveau, il est pas prêt pour ça. Et croyez-moi que c'est pas simple de se remettre après ça. Même si je suis quelqu'un qui montre pas forcément les choses, j'arrive à en parler sans forcément pleurer. Parce que j'ai fait un travail là-dessus et parce qu'en fait... je me suis un peu mis la pression en me disant que je devais être forte pour mon frère, pour mon père, même s'ils ne m'avaient rien demandé tous les deux. Hein. Mais il y a ce truc où on se dit on est obligé d'être fort parce que maintenant on n'est que 3 au lieu de 4. Et c'est un pilier qui est parti. C'est pas moi qui suis partie ou mon frère, c'est nos piliers, c'est nos parents. Donc il y a ce truc où on se dit il faut qu'on reste fort. Mais je vous cache pas que ça fait 12 ans qu'elle est décédée et ça m'arrive encore beaucoup de rêver d'elle. Ça m'arrive des fois de me lever le matin et d'avoir quelques minutes où je me dis elle va revenir. Non mais en fait c'était un mauvais rêve, elle est juste partie. Attends, mon père il s'est remarié entre temps, mais en fait non, elle va revenir et ils sont juste séparés. Vous voyez, un espèce de petit moment de flottement où genre mon cerveau des fois il a toujours pas assimilé l'information et après je me dis ah non c'est vrai, c'est vrai, elle est vraiment décédée. Mais tellement c'était soudain, parfois mon cerveau il prend l'information comme si juste elle était partie faire des courses et elle va revenir. Non,
elle reviendra pas. Et je le sais pertinemment. Mais voilà, il y a toujours ce petit moment de flottement, même 12 ans après. Et je pense que c'est quelque chose, c'est une espèce de réflexe que j'aurais même avant que ma propre mort à moi. Mais voilà, je pense que on n'est jamais prêt à un décès, et encore moins quand c'est quelque chose de soudain où on n'était pas du tout préparé. Et je peux pas comparer le décès d'un humain à un animal, par exemple, mais j'ai perdu mon chien. Bon, pas Marley, que vous voyez souvent, mais Lucky, mon ancien bulldog. Et pareil, ça a été un déchirement parce que il allait très bien, et puis en l'espace de 3-4 jours, son état s'est dégradé. J'ai dû prendre la décision de le faire euthanasier parce qu'il était trop souffrant, etc. Et c'était difficile, c'est très très difficile. J'ai mis beaucoup de temps avant de revouloir un chien. D'ailleurs, celui que j'ai, c'est pas moi qui l'ai décidé, c'était mon cadeau de mes 30 ans et j'en suis très heureuse. Mais quand tu prends un chien, tu sais qu'il va partir à un moment donné. C'est-à-dire que tu sais que tu te prépares à une tristesse immense. Et c'était très compliqué, et même encore aujourd'hui, des fois je le regarde et je sais qu'il va partir un jour et ça me fend le cœur. Dans mes prières, des fois je demande même au Seigneur de m'enlever des années de vie pour lui donner à lui, pour le garder au plus longtemps auprès de moi, pour vous dire. Donc c'est très compliqué, c'est pas comparable, mais c'est quelque chose qui fait extrêmement mal. Et en fait je pense que toutes les morts soudaines font mal. Je dis pas que quand on perd un membre de sa famille qui était malade, on souffre pas, mais en fait on a le temps un peu de se préparer psychologiquement et d'y penser, même si on se prépare vraiment jamais à un deuil. Mais quand c'est soudain, t'as la dimension aussi surprise, mauvaise surprise que tu dois appréhender et que tu dois comprendre, qui est pas simple. Pour moi, après mes expériences, mes mauvaises expériences du coup, je dirais que ça m'a quand même changé, ça m'a fait grandir, parce que je me suis rendu compte que le temps que tu as avec les gens, il est compté, il est très important. Donc c'est vrai que moi, passer des moments avec ma famille, c'est hyper important, même si je le montre pas parce que je suis pas quelqu'un d'hyper démonstrative là-dessus, mais prendre des photos. Je sais que pendant un temps, ça saoulait les gens que je fasse des photos, mais en fait, moi, quand Véro est décédée, je me suis rendu compte que j'avais pas beaucoup de photos. Parce que c'était il y a 12 ans, parce que c'était le début des iPhones, etc. On n'était pas encore dans ce truc des réseaux sociaux, de machin, donc on n'était pas autant que maintenant, donc on prenait pas autant de photos. Et en fait, c'est hyper important parce que c'est les seuls souvenirs qui vont te rester visuels. Non pas que tu oublies la personne, mais je sais à quoi elle ressemble. Mon cerveau se rappelle de son visage en détail, de sa grandeur, de tout, de son odeur, de son parfum, du son de sa voix. Mais parfois, j'ai l'impression que j'oublie le son de sa voix. Vous voyez ce que je veux dire ? Et j'ai pas de vidéo pour le réentendre. J'ai des photos pour continuer de me rappeler à quoi elle ressemblait. Mais vous voyez, c'est des petits détails comme ça où tu gardes en mémoire ces souvenirs-là parce que aussi, tu as la possibilité de les revoir. Donc, c'est très important de prendre des photos, de passer du moment avec les gens qu'on aime parce que c'est ces souvenirs-là qui vont rester derrière. Je retiens pas les souvenirs des disputes, etc., même s'il y en a certaines qui m'ont quand même marquée. Et je vous dis, on avait une relation extrêmement conflictuelle. Mais moi, je retiens que le bon. Je sais que quand elle est décédée, je me rappellerai toujours. À l'époque, je travaillais dans une boutique et il y avait la maman d'un de mes ex qui m'avait vue et tout, m'a dit « Oh, ça va, j'ai appris pour ta belle-mère. » Elle me dit « Mais bon, ça devrait aller parce que vous engueulez souvent. » Je dis « Bah non, en fait, pas du tout. Même si on avait une relation hyper conflictuelle, c'est pas pour autant que je ne suis pas triste qu'elle soit partie. » Et les gens ont beaucoup pensé après son décès que c'était facile pour moi parce qu'on s'engueulait tout le temps. Pas du tout. C'était hyper compliqué. Je pense que je m'engueulais avec elle comme une mère s'engueule avec son ado récalcitrante. J'étais pas une ado récalcitrante, mais on avait tous les deux des caractères qui fait que ça pétait super vite. Donc aujourd'hui, je garde très peu de mauvais souvenirs, je garde que les bons, nos vacances, nos fous rires, etc. Toutes les fois où elle a été là, toutes les fois elle m'a soutenue, quand je me faisais larguer, que j'allais la voir alors que mon père savait même pas que j'avais un petit copain. Toutes ces choses-là que j'ai vécues avec elle, c'est ça que je garde en souvenir. Et c'est que ça que je veux garder en souvenir. Quand j'ai des événements importants dans ma vie, elle est toujours là. Je rêve toujours d'elle à un moment important. Je postule sur un poste, je rêve d'elle. Je me fais opérer, je rêve d'elle dans mon coma d'anesthésie générale ou non, même dans les anesthésies locales où je suis un peu sédatée, j'arrive à la voir, même ma grand-mère, à les voir toutes les deux dans mes songes. Donc je sais qu'elle est là.
Et si elle est encore là, autant dans mon esprit, et pour ceux qui croient aux énergies qu'elle est là autour de moi, c'est que je compte encore pour elle, autant qu'elle compte pour moi, même en n'étant plus là. Donc si je devais donner des vérités sur le deuil, pour moi, un deuil, c'est quelque chose qui ne passe jamais. Quand on perd quelqu'un, c'est pas qu'on n'oublie pas la douleur que ça fait. Je pense qu'on s'habitue à la douleur de la perte de la personne. Y a des moments où ça va, c'est pas linéaire, il y a des moments où ça va, des moments où ça va pas. Il n'y a pas vraiment de fin au deuil, c'est juste qu'à un moment donné, tu t'habitues à vivre sans la personne et tu fais avec. Et tu fais avec parce que t'as pas le choix, parce qu'il faut bien avancer, parce que toi, ta vie, elle continue, que notre temps sur cette planète, il est compté. On sait pas combien de temps on va rester, dans combien de temps on va partir, si c'est demain, si c'est là dans 1 minute, si c'est dans 10 ans, 50 ans. On sait pas. Donc il faut profiter parce qu'il y a des gens qui sont encore là, il y a des gens qui ont encore besoin de toi, donc tu fais avec. Un jour tu ris, le lendemain tu pleures, parfois tu y repenses, t'es joyeux, parfois tu y repenses, t'es triste. Mais voilà, faut pas culpabiliser dans les moments où ça va pas, parce que ça fait partie de ce jeu. C'est pas... faut pas culpabiliser aussi d'aller bien. Aller bien dans la phase de deuil, c'est normal aussi. Moi, il y a des moments, après son décès, où j'ai rigolé, parce que ton corps, il a besoin que des fois tu rigoles. Mais voilà, les débuts sont très difficiles. Quand c'est soudain, y a un peu ce moment de pause où tu gères tellement de choses que tu dois tellement apprendre, comprendre ce qui s'est passé que t'es pas forcément tout de suite triste, ça peut venir après. Mais il n'y a pas vraiment de façon idéale et stéréotypée de gérer un deuil. Chacun le gère à sa façon. Et chacun fait comme il peut, surtout. Et je pense qu'on ne peut pas vraiment se préparer à ce que ça arrive. Mais déjà, si dans ta tête, tu sais que ça va arriver, tu te prépares, entre guillemets, un minimum à ce que ça se passe. Et je pense que ça peut mieux aller. Je pense qu'il ne faut pas non plus hésiter à se faire aider, que ce soit au moment du deuil ou même avant. Je sais qu'il y a des gens qui ont une peur viscérale de perdre la personne avec qui ils sont, leurs enfants, leurs parents, leurs grands-parents. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut travailler avant même que ça arrive, avec les psys, etc. Parce que au moment où ça arrive, c'est là que t'es dans le dur. Mais si t'as déjà vaincu un peu cette peur avant que ça arrive, au moment où ça arrive, tu seras mal. Je vais pas te mentir, je peux te dire ça ira bien. Tu seras très mal, mais tu seras déjà un petit peu armé. Et je pense qu'il faut pas attendre d'être au plus mal pour se faire aider, pour se faire entourer, pour en parler autour de soi, etc. Parce que honnêtement, c'est quelque chose de très difficile qui peut même te faire perdre ta propre vie à toi, parce que surmonter une tristesse pareille, c'est extrêmement compliqué. C'est pas quelque chose d'inné. Je pense que notre cerveau n'est pas conçu en fait pour vivre des chagrins aussi importants. Parce que ton cerveau à ce moment-là, il se pose plein de questions. Et pourquoi eux et pas moi ? Tu te demandes si toi t'aurais pas préféré partir toi pour leur laisser leur vie à eux. Tu te demandes si t'as pas oublié de dire des choses, si tu n'as pas oublié de leur dire que tu les aimais, si t'as pas raté des moments. Enfin, moi, je m'en suis voulu. Le fameux cinéma où elle a eu mal à la tête, je m'en suis voulu longtemps de pas avoir été à ce cinéma-là. J'aurais servi à rien, ça n'aurait rien changé à l'histoire, mais je me dis, mince, c'est un moment que j'ai raté. Moment qui s'est pas bien passé, puisqu'elle est partie du film en plein milieu, tellement elle avait mal à la tête. Mais, vous voyez, il y a vraiment ce truc où je me dis, tu vois, c'est des moments comme ça où tu n'étais pas là, parce que t'as préféré être avec tes amis, parce que tu avais 20 ans et que tu voulais passer ton samedi avec tes copines ou ton mec plutôt qu'elle, tu vois vous voyez ce que je veux dire ? Et il y a plein de choses comme ça où je me suis dit, mais en fait, je m'en suis voulu, et après je me suis dit, mais que je m'en veuille ou pas, ça changera pas la situation. Donc je peux pas continuer de ressentir, en plus de la tristesse d'avoir perdu la personne, cette culpabilité en fait de ne pas avoir été assez là. Et à partir de là, je me suis vraiment promis de ne plus rater des moments de vie avec les gens que j'aime, sauf si je peux vraiment pas. Mais voilà, moi, voir mon père et mon frère faire des cinémas, des repas avec eux, même juste les voir, moi, ça me remplit de joie. Quand mon frère, il mange à la maison et qu'il me dit, je peux rester dormir. Bien sûr, reste dormir. Mais même reste dormir toute ta vie, y a pas de problème. Là, j'ai mes sœurs qui vont venir chez moi, mais restez toute votre vie chez moi. Achetons un quartier, vivons tous ensemble dans ce quartier. Mes amis, ma famille, tous les gens que j'aime réunis au même endroit, et voyons-nous tous les jours, mangeons tous ensemble tous les soirs. Enfin, tous les moments sont importants, et je pense que
tu comprends encore plus ça quand tu perds les gens. Moi, je sais que j'ai cette petite manie depuis déjà quelques années, peut-être même avant que Véro elle décède, de prendre des photos visuelles. Peut-être vous allez me dire que je suis complètement folle. Mais moi, quand je passe un bon moment, et ben dans ma tête, des fois, je me dis, vas-y, cligne les yeux et là tu prends une photo. Genre vraiment, je sais pas, je suis à la pôle et on rigole avec les filles, bah je vais cligner des yeux, dans ma tête, ça sera la photo du moment et je vais me souvenir de ce fou rire. Parce que c'est un moment joyeux, parce que si demain l'une d'entre nous vient à ne plus être là, c'est un moment joyeux. Quand je suis avec mes meilleurs amis, qu'il se passe un truc et je sais pas, qu'on pleure d'émotions, des fois on pleure d'émotions parce que on parle de sujets importants, bah photo visuelle, parce que je veux me souvenir de ces moments-là toute ma vie. Je veux que s'il y en a une de nous qui soit pas là, que je me rappelle. Mon père, c'est pareil. Mon père, toutes les fois où je le vois, je fais des photos visuelles de lui parce que je ne veux jamais oublier tous ces moments que je passe avec lui, parce que le jour où il va partir, bah, je serai démunie en fait. C'est mon papounet. Et je sais que c'est quelque chose qui va arriver à un moment donné, parce que malheureusement c'est la vie, c'est la nature, on n'est pas éternel. Et heureusement, parce que moi j'aurais un peu trop la flemme d'avoir une vie éternelle, enfin en tout cas dans ce monde. Mais je sais que je vais être désemparée, mais je veux au moins pouvoir me rattacher à des petits moments comme ça, à des petits souvenirs comme ça. Donc je fais mes petites photos visuelles en clignant des yeux. Si vous passez un moment, vous clignez fort des yeux, vous clignez des yeux et vous dites photo visuelle. Et vous allez voir, vous allez vous rappeler de ce souvenir toute votre vie. Si je devais vous donner un conseil de comment on survit un deuil, je pense que c'est en s'entourant vraiment bien, beaucoup, en se faisant aider. Tout ce qui est psychologue, même ne serait-ce que faire un arrêt maladie. Je trouve que le nombre de jours qu'on a pour les décès en entreprise, ils sont tellement minimes. Enfin, moi, c'était ma belle-mère, je crois que j'avais 4 jours. Ben, c'est pas possible. En 4 jours, je peux pas reprendre ma vie, retravailler comme si de rien n'était. Donc, j'avais été voir le médecin, etc. Surtout qu'il fallait aller en Martinique. Mais voilà, prendre le temps de se remettre en selle sur des choses, de se faire aider, de bien s'entourer, de surtout pas s'isoler en fait. Vraiment, s'isoler, c'est la pire des choses à faire. Au plus t'es entouré, au mieux c'est. De t'entourer de gens aussi qui ne sont pas forcément proches de la personne que t'as perdue. Parce que c'est des gens qui vont te faire te changer les idées. Il faut te changer les idées. Quand tu vis un moment comme ça, faut pas rester dans ta tristesse, faut te changer les idées. Donc vraiment, mes 3 gros conseils, c'est de se faire aider, de s'entourer de personnes, aussi bien de proches qui connaissaient la personne que tu as perdue, que de proches qui ne la connaissaient pas, pour en arriver au 3e point qui est de changer les idées. Il faut bouger, il faut sortir de chez soi, il faut aller au cinéma, il faut partir en vacances. Il faut bouger parce qu'au plus tu restes dans ta zone d'angoisse et au moins tu avances. Un deuil, comme je vous l'ai dit, pour moi, on n'en guérit jamais. Juste, on apprend à vivre avec. Et pour apprendre à vivre avec, il faut que tu que tu recontinues ta vie comme elle était avant que ça arrive, avec quelque chose en moins, ça c'est certain. Il ne faut pas dépendre d'une seule personne, en fait. Tu ne peux pas raccrocher ta vie à une seule personne ou à 2 personnes, genre que à tes parents, parce que dans ta vie, il n'y a pas que tes parents. Il y a ton conjoint, ta conjointe, il y a tes enfants si t'en as, tes nièces, tes frères, tes sœurs, tes amis. Tes parents partent, t'avais besoin d'eux, mais il y a des gens qui, ici-bas, ont besoin de toi. Donc il faut que tu arrives à sortir la tête de l'eau. Il faut que tu arrives à conscientiser qu'on part tous un jour, comme disait Peyton dans les Frères Scott, tout le monde part un jour. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui restent. Et toi, tu restes. Donc pour toi-même, déjà, il faut que tu fasses en sorte d'aller mieux au bout d'un moment, même si tu n'oublieras jamais la douleur et qui te manqueront toujours. Mais aussi, il y a des gens qui comptent sur toi ici-bas et eux, ils ont besoin que tu ailles bien. Donc, il faut prendre le temps d'aller mal, mais il faut se faire aider pour aller mieux et pour sortir la tête de l'eau. Moi, ce que tout ça m'a appris, c'est que dans toute cette tristesse-là, il y a quand même de la lumière. Tu te rends compte de tous les gens qu'il y a autour de toi, de tous les gens qui t'aiment. En fait, moi, j'ai ressenti beaucoup d'amour de tous les amis de mon père, les amis de Véro, mes amis à moi, ma famille, etc. J'ai jamais autant senti l'amour des gens, autant senti que j'étais importante. Et ça, c'est un peu le côté lumière du décès, parce que du coup, tu te soudes en fait avec les gens encore plus, surtout pour ceux qui vont être là pour toi. Ça m'a appris aussi à prendre le temps de faire des choses, à comprendre que la vie n'est pas éternelle, donc tu peux pas t'arrêter sur des choses futiles et t'es obligé de relativiser dans certaines situations. Ça m'a appris aussi à profiter de chaque moment, et j'ai aussi appris à dire les choses.
Ça, j'ai mis du temps. Je l'ai appris il y a encore pas très longtemps. Hein. Vous voyez, je fais encore du travail au bout de 12 ans. Mais dire aux gens que je les aime, dire aux gens que je suis fière d'eux, dire aux gens qui sont beaux. Et le fait de verbaliser en fait tout ça, ça fait du bien déjà, comme je disais dans les épisodes précédents, dans la confiance en soi. Ça fait du bien, mais c'est surtout que c'est des choses que tu retiens. Enfin, moi, je retiens toutes les fois où Véro m'a fait un compliment. Je retiens toutes les fois où ma grand-mère ou mon grand-père m'ont fait des compliments, m'ont dit que j'étais intelligente, que j'étais belle, m'ont offert un cadeau pour une occasion particulière ou non. C'est toutes ces petites attentions, en fait, ces petites paroles que je retiens. Donc du coup, j'ai appris à le dire aux gens. Par exemple, ma meilleure amie, si elle fait un truc et que je suis contente, je vais dire que je suis fière d'elle. Mon filleul, je vais dire qu'il est intelligent, qu'il est beau, que je suis fière de lui. Enfin, c'est des choses que je vais dire peut-être comme ça, hein, genre je suis fière de toi. Mais avant, je l'aurais pas dit, j'aurais dit c'est bien. Non, maintenant je vais dire je suis fière de toi, c'est bien. Parce que c'est des choses qui sont importantes. C'est des choses qu'on retient par la suite. Donc je pense que j'ai fait le tour de la question, en tout cas me concernant. Et j'espère que si tu es face à un deuil, ça t'a un peu aidé, c'est ce que j'ai dit. Que tu t'es rendu compte qu'il y a une vie après et qu'on avance, quoi qu'il arrive. On ne reste pas à la phase tristesse monstrueuse où on a l'impression que nos organes se déchirent à l'intérieur de notre corps. Non, il y a un après. Il y a un après où on va beaucoup mieux. Je te rassure que tu n'oublieras jamais les personnes. Elles resteront toujours dans ta mémoire. Que tu n'as pas à avoir une culpabilité quelconque parce que de toute façon ça ne te fera pas avancer étant donné qu'on ne peut pas revenir dans le passé. Il faut avancer, oublie la culpabilité, retiens que les bons moments. Si tu n'es pas face à un deuil et si tu ne l'as jamais vécu et que tu en as peur, sache que tu n'as pas de raison d'avoir peur parce que les choses vont bien se passer. Oui, tu vas être triste, oui, tu vas être immensément triste. Oui, ça va te déchirer le cœur, mais encore une fois, il y a une vie après. Il y a des gens encore qui compteront sur toi. Il y a des gens qui seront toujours importants pour toi et pour qui tu seras importante. Donc, n'aie pas trop peur. N'aie pas trop peur. Anticipe, oui, tu vas être triste, mais n'aie pas trop peur parce que les choses finiront toujours par bien se passer et on arrive toujours à surmonter, à passer à autre chose, sans jamais oublier, hein, on arrive à passer au-dessus et à avoir une vie qui continue. On ne peut pas éviter la perte de quelqu'un, mais on peut éviter de se perdre soi-même en continuant de vivre. Parfois pour eux aussi, pour les personnes qu'on perd. Je pense qu'elles n'aimeraient pas nous voir ici-bas dans un coin à pleurer toutes les larmes de notre corps. Elles ont envie qu'on aille bien, qu'on continue notre vie, qu'on voyage, qu'on fasse des enfants ou non. Enfin voilà, qu'on soit heureux et juste pour ça, il faut continuer de l'être pour eux aussi. Donc vraiment, pour clôturer un peu cet épisode, je te dirais que le plus important, c'est de prendre soin de toi, déjà à la base, de prendre soin des gens que tu aimes, de leur dire que tu les aimes, de continuer de passer du temps avec eux et de savourer chacun des instants parce qu'on ne sait pas de quoi la vie est faite et que quoi qu'il arrive, tout se déroule en notre faveur et tout finit par s'arranger. Voilà, c'était la fin de cet épisode. On se retrouve dans le prochain épisode avec une invitée spéciale qui nous parlera de son vécu. J'ai voulu cibler la suite sur les AVC puisque c'est de ça que Véro est décédée, donc c'était important pour moi de faire intervenir cette personne qui a subi un AVC et qui va pouvoir un peu vous sensibiliser. Voilà, j'espère que cet épisode t'a fait du bien. Si tu étais dans la tourmente ou si tu as peur, j'espère que ça t'a rassuré et que tu repars le cœur un peu plus léger. Et oublie pas, ici tu n'as pas besoin d'aller bien, tu as juste besoin d'être toi. Bisous.